Bonjour, plutôt bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Je vois pas mal de gens qui continuent d'arriver. On va commencer tout doucement cette troisième et dernière conférence du cycle IA et métiers d'image organisée par notre école La Plateforme. On est ravis de vous retrouver. Je vois pas mal de noms qu'on a déjà vus, en tout cas avec Vitas, depuis les 2 dernières conférences. Donc, on a vraiment des followers, donc c'est assez cool. Merci d'être là depuis le début. Moi, je suis Tiffaine Pitoiset et du coup, avec mon collègue Vitas, Jean Koskas, on est tous les deux responsables de formation à La Plateforme au sein du pôle innovation. Si vous ne connaissez peut-être pas La Plateforme, on est une école du numérique pour tous. On est basé à Marseille et on propose des formations certifiantes au métier du numérique sans condition de diplôme à l'entrée. On a différents labs, dont un lab IA que l'on a lancé cette année, et on y réunit des entreprises, des étudiants, des chercheurs, des experts autour de différents projets pour y apporter des solutions et explorer certaines thématiques. Depuis l'an dernier, on a déployé de nouveaux parcours pour des métiers de l'image animée dans le cadre du plan France 2030, Grande Fabrique de l'image, et notamment avec le soutien et l'accompagnement du CNC que l'on remercie grandement. Et pour dernière information, si ça vous intéresse, on a lancé aussi en 2023 un parcours certifiant bachelor au développement jeux vidéo et systèmes immersifs. Et d'ailleurs, on va avoir un master en 2025. Et on lance aussi un programme postgraduate sur le futur de la fiction qui va démarrer le 8 avril. Pour les plus jeunes, si jamais vous avez des petites sœurs, petits frères, cousins, cousines, enfants, petits-enfants, on a lancé aussi un programme de création numérique pour les jeunes de 12 à 18 ans qui s'appelle TUMO, et c'est pour leur permettre de découvrir la création numérique. On passe du cinéma aux jeux vidéo, à l'animation, et ça leur permet de pratiquer et peut-être de susciter certaines vocations. Avant de laisser la parole à nos intervenants, on est très content, en tout cas avec Vitas, d'avoir fait ce cycle de 3 conférences. On les a vraiment pensées comme un espace d'inspiration, de partage de bonnes pratiques et de dialogue entre professionnels pour explorer comment l'IA modifie ou pas nos pratiques. Aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser au futur proche du jeu vidéo et du film, et notamment à quel point les IA pourraient devenir un point de convergence entre ces deux mondes. Et donc, on accueille aujourd'hui Douglas Stanley et Saïda Mirzoeva qui vont vous partager leur point de vue et les réalisations. Et on les remercie grandement d'être avec nous ce soir. Et donc, je vais laisser la parole à Vitas qui va les introduire. Et ensuite, on vous laissera, en tout cas dans le chat, nous donner quelques commentaires ou quelques réactions. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les lister dans le petit onglet questions que vous avez en bas à droite de votre écran et on y répondra au fur et à mesure et sinon à la fin des 2 interventions. Merci beaucoup. Vitas, je te laisse la main. Oui, merci. Bonsoir à tous, toutes, tous. Merci d'être venu pour cette dernière conférence, celle qui est, comme disait Tiffaine, disons peut-être la plus niche en quelque sorte, mais que moi je trouvais assez nécessaire en fait pour discuter des liens en tant qu'outil qui est un peu transversal, c'est-à-dire que là on parlait beaucoup de l'image en mouvement et de l'image tout court. Mais en fait, de plus en plus dans ma pratique, je découvre que en fait, il y a plusieurs processus qui sont impactés par l'IA, qui ont déjà été impactés peut-être dans le domaine du jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer, donc c'est lancé dans cette thématique. C'est pour se dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre aux jeux vidéo qui a déjà eu lieu, qui est en train d'avoir lieu, qui va probablement, d'une manière ou d'une autre, impacter aussi le monde de l'image en mouvement tel qu'on le connaît, un peu plus classique. Et du coup, sans trop parler, ah oui, je vous rappelle juste que vous pouvez poser des questions durant le cours de la conférence. Merci d'utiliser une section spéciale qui s'appelle questions. Comme ça, on peut les repérer. Ensuite, on va choisir certaines questions et les poser. Peut-être qu'il y aura d'autres questions auxquelles on va répondre directement par écrit.
parce qu'il y a cette option. Donc, merci d'utiliser la section questions. Et donc, sans trop tarder, je présente, donc on va commencer par Saïda. Saïda Mirzoeva, experte en technologie créative avec 17 ans d'expérience en graphisme et production de jeux vidéo. Saïda, tu es issu plutôt d'un parcours académique pluridisciplinaire, cinéma, ethnologie, histoire de l'art, et tu explores les nouvelles technologies avec un regard pragmatique et critique et particulièrement attentif aux enjeux éthiques de l'IA. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Vitas, merci beaucoup de me recevoir dans ce cadre et bienvenue. Je vais partager mon écran. Hop. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de jeux vidéo, d'IA et on va dire de la puissance technologique et un petit peu aussi d'impuissance. À la fin de cette présentation, vous comprendrez pourquoi. Je vais commencer tout d'abord par me présenter parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Je suis Saïda Mirzoeva, je suis productrice de jeux vidéo, enfin en tout cas c'est mon métier. La production de jeux vidéo, c'est un petit peu ce qu'on appelle le chef de projet en général dans l'informatique. Je suis artiste, je suis technophile, passionnée de science-fiction, de hard SF même plus précisément, évangélisatrice du scope. J'aime bien dire des mots très très longs qui sont très rigolos, et je défends vraiment de tout mon cœur l'industrie du jeu vidéo depuis que j'y travaille. J'ai fait une petite timeline parce que dans le jeu vidéo et dans la production, en général, on aime bien faire des timelines et des flèches. Je vais en faire plusieurs pendant ma presse. Je suis née en URSS. Donc un peu derrière les murs, dans une toute petite colonie russe, d'où mon nom de famille un peu donc soviétique. Là-bas, je me suis intéressée très très tôt aux nouvelles technologies. Là, je suis en train de coder mon premier jeu vidéo donc j'avais 7 ans, 6 ans et demi. Donc dans les écoles en fait soviétiques, on apprenait très très tôt aux enfants à utiliser les ordinateurs. C'était un clone de l'Apple II, je crois, à l'époque. Je suis arrivée en France au début des années 90. J'ai fait des études un petit peu diversifiées, comme a dit Vitas. J'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai fait du cinéma, et je me suis intéressée aux jeux vidéo parce que ça reprenait un peu tout ce que j'aimais à l'époque. J'ai été graphiste pendant assez longtemps, et je me suis spécialisée finalement dans la production en faisant de plus en plus de tableurs Excel et de plus en plus finalement d'optimisation de systèmes, voilà, pour un peu aider les gens autour de moi. Et donc voilà, ça fait 17 ans que je suis dans le métier. J'ai fait des entreprises comme Dontnod Entertainment, j'ai travaillé à Cyanide, j'ai travaillé chez Eugène System. Donc globalement, j'ai fait des entreprises donc en Île-de-France, plutôt dites de double A. Donc c'est pas des énormes méga hits mondiaux, mais quand même des jeux qui ont une certaine aura. Et voilà, donc j'ai depuis cette année-là, je me suis plutôt spécialisée dans un peu la recherche, et je suis maintenant freelance, donc je préfère maintenant plutôt papillonner entre les projets, aller un peu vraiment à la découverte des nouvelles manières de faire. Et en parlant de manière de faire, j'imagine que du coup, je vais aussi m'adresser un peu à des néophytes de la production de jeux vidéo ici. Je vais donc rappeler un peu les fondamentaux de comment ça se fabrique. Donc je fais, comme je vous l'ai dit, des schémas et des timelines. Donc tout commence par la conception. La conception, c'est comme dans le cinéma, on va écrire un projet, on va constituer ce qu'on appelle une core team, donc des gens vraiment en qui on a confiance pour partager notre vision, et on va faire des dossiers pour le CNC, pour du crédit d'impôt, enfin globalement comme dans toute entreprise de création. Ensuite vient la pré-production.
Là, on va embaucher, on va dire, le plus gros du leadership créatif dans l'équipe. On va faire des prototypes. On va finir la pré-production sur ce qu'on appelle une tranche verticale du jeu. On va un petit peu tester toutes les manières de faire, que ce soit le graphisme, la programmation, évidemment, le sound design, les effets spéciaux et bien évidemment les mécaniques de jeu. La production, c'est ce que on appelle souvent la grosse baleine. C'est là où il y a toute l'équipe qui est réunie autour vraiment de la vision qui a été définie en conception, affinée en pré-production. Là, en production, eh bien, on a l'équipe entière. On va fabriquer le jeu, on va fabriquer toutes les features du jeu, donc tous les personnages, évidemment, tous les systèmes de code, et tout ça va finir en closing, où on va réduire l'équipe à vraiment, en gros, il va rester plus que les développeurs et les testeurs, pour simplifier. C'est ici qu'on débug, qu'on optimise le jeu, qu'on fait la localisation, ça veut dire qu'on va traduire le jeu dans toutes les langues, on va faire les voix, et on va contacter les constructeurs de consoles, comme Sony pour la PlayStation ou Nintendo pour la Switch, et on va donc avoir droit à des certifications, donc la possibilité d'être distribué sur ces consoles-là. Et ensuite, le post-launch ou l'out-launch, où on va s'occuper du marketing, de la communication, du support, des patchs, etc. Donc ça, c'est, on va dire, comme ça qu'on fabrique un jeu vidéo. Qu'est-ce que vient faire l'IA là-dedans? L'IA, dans un jeu vidéo, en fait, quand on m'a contacté pour faire cette conférence, c'est l'une des premières questions que j'ai posées, c'est « Mais en fait, c'est quoi l'IA et de quoi on parle ?» Parce que l'IA classique dans un jeu vidéo, c'est un personnage avec un comportement prédéterminé et répétitif, comme les fantômes dans Pac-Man, comme Solaire de Dark Souls avec ses interactions scriptées, et évidemment notre cher Tom Nook dans Animal Crossing, que l'on connaît, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Donc soit des ennemis, soit des PNJ amis, soit... ouais, Tom Nook, je le définirais comme un terrible capitaliste. Donc ça, c'est l'IA classique. Évidemment, ça c'est une énorme partie du développement d'un jeu vidéo, mais évidemment aujourd'hui on va parler des IA génératives, et ça pour celles et ceux qui ont déjà vu les conférences précédentes, vous connaissez déjà un peu quelques-uns de ces acteurs, que ce soit ChatGPT. Dans notre cas, on utilise aussi beaucoup Adobe, Stable Diffusion, Midjourney, Copilot, Skillful AI et beaucoup d'autres. Donc je vais en parler peu après. Donc, quelques exemples en fonction de la construction du jeu vidéo. Là, vraiment, je vais parler de choses très concrètes, parce qu'en tant que productrice, eh bien, on va essayer de trouver des moyens d'améliorer les process et de trouver des solutions pour toutes les équipes. On commence par l'écriture d'un jeu. Là, évidemment, n'importe qui peut imaginer que on va utiliser effectivement du LLM, on va utiliser du ChatGPT, on va utiliser du Copilot, du Claude. Enfin, on va évidemment, on va dire aujourd'hui, de plus en plus se pencher sur ces LLM et évidemment créer les premiers moodboards. Donc là, on parle vraiment de la partie conception, c'est-à-dire quand il n'y a pas encore toute l'équipe, on n'a pas les graphistes, on n'a pas les gens, on va dire vraiment de production avec nous. Donc on va constituer des dossiers. Les moodboards sont de plus en plus faits avec de l'IA. Ça a des problèmes, mais on va en parler par la suite. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est très élégant et agréable pour pouvoir sortir des visuels très vite quand on n'est pas soi-même un graphiste. Là, c'est un exemple que j'ai fait de moi-même pour cette présentation. J'ai même donc je suis passée dans Aluio pour faire une petite animation. Pour vous, en fait, voilà. Donc l'idée, c'est bien sûr de ne pas créer un jeu vidéo.
créer un jeu vidéo juste avec de l'IA, pour l'instant, c'est une chimère, mais on peut évidemment avoir un petit mood board pour essayer de convaincre soit des graphistes en fait de nous rejoindre pour essayer de faire ce genre de choses, soit de décrocher des sous, ce qui est toujours bien. Alors on va passer à la suite si je veux bien. Voilà, alors le concept art et la UI, je vais pas m'épancher énormément là-dessus. La création, on va dire, de concept art, pour moi, elle est un peu sacrée parce que évidemment, ayant fait des études d'art, pour moi, je suis très sensible au fait que si on a, en fait, un concept art, c'est une base de dessin, on va dire, technique pour permettre à des techniciens 3D, par exemple, ou animateurs, ensuite, de fabriquer des assets définitifs dans le jeu. Aujourd'hui, l'IA ne permet pas on va dire, une précision telle pour aller vraiment jusqu'au bout d'un pipeline de création, etc. On peut avoir voilà, du mood board. Sur la UI, on peut récupérer des éléments comme ici, par exemple, très rapidement, dans une direction artistique choisie. C'est tout à fait possible d'aller là-dedans. Et l'équilibrage, le design, évidemment, utilise énormément aussi les LLM pour les idées dans l'équilibrage, parce que ça, vous voyez, j'ai fait effectivement une dizaine de niveaux avec 3 personnages, les différents XP, les loots, ça va permettre d'éviter les erreurs, on va dire, globalement. Donc ça, c'est un truc assez simple. Le code, évidemment, on utilise énormément l'IA aujourd'hui pour générer du code un peu crade, mais surtout pour débugger. Là, c'est Codium AI, mais on peut aussi parler de Blackbox. Je connais pas mal de codeurs qui utilisent juste Copilot pour les accompagner. Les assets 2D, un peu comme pour le concept art, je suis assez dubitatif sur la finalité et sur la qualité de ces assets-là actuellement en production, mais bon, de plus en plus de studios utilisent ce genre de choses. La 3D, on n'y est pas encore, donc je voudrais pas trop m'avancer là-dessus. Les modèles de génération sont pas encore complètement au fait de ce que c'est que la 3D, donc les mèches vraiment. On peut représenter une image vraiment dans un très cinématique, mais pour en faire un asset 3D, on est encore loin. C'est un peu comme pour le prototypage. Google essaye de faire des choses. Par exemple avec leur Genie 2 en fait, où c'est juste on va dire des vidéos qui sont générées image par image. Vous voyez, on peut utiliser des touches du clavier pour se déplacer. Voilà un autre exemple. C'est en fait en soi encore à l'état vraiment de prototype là-dessus. Le rigging, là c'est utilisé pratiquement vraiment dans toutes les boîtes que je connais aujourd'hui. On utilise du Mixamo pour même déjà prototyper le rig et les animations. C'est un outil de Adobe, c'est quelque chose qui est très largement utilisé. C'est de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, Adobe récupère énormément de rigs de tous les gens qui uploadent leur mesh à l'intérieur de cet outil et génère en fait, grâce à ça, grâce à la database de leurs propres utilisateurs, des rigs pour l'animation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un rig et un skinning, c'est le fait de pouvoir mettre on va dire des petits os à l'intérieur d'un asset en 3D, donc d'un modèle en 3 dimensions, pour lui permettre de bouger, tout simplement. Les textures, c'est très utilisé maintenant. Là, je donne un exemple d'un outil qui s'appelle Polycam qui permet de générer en fait des textures très rapidement. Ça marche beaucoup mieux que la génération 3D. Et effectivement, de plus en plus d'artistes peuvent utiliser ça sur de la génération très rapide. Pareil pour du prototypage ou pour avoir une première base. Je pense que ça va se développer énormément. La direction artistique. Si vous avez plusieurs artistes dans l'équipe qui ont des styles différents,
L'IA pourrait éventuellement aider à mettre tout ça dans un seul et même modèle. Créa permet ce genre de choses, Midjourney aussi. Je pense que ça c'est quelque chose de vraiment d'atteignable aujourd'hui. Le test de qualité ou le QA, je dirais plutôt pas pour l'instant, surtout parce qu'on n'a pas encore vraiment besoin, et surtout parce que le test c'est un endroit extrêmement critique de la fabrication d'un jeu, et évidemment on a des robots qui parcourent les niveaux comme des CIS par exemple, qui nous génèrent, on va dire, des rapports de bugs automatiques, mais c'est pas de l'IA, hein, c'est pas de l'IA générative en tout cas. Mais derrière, on a besoin d'avoir encore des humains pour traiter la pertinence et la priorisation des choses. Néanmoins, dans le suivi global de production, des tâches, des bugs, etc., on utilise énormément maintenant aussi des LLM sur le tracking, donc pour, on va dire, organiser une production en créant des systèmes de priorité et de suivi en fait des tâches. L'analyse et le reporting aussi passe énormément par ce genre d'outils. En gros, c'est de la génération de résumés de statuts, de tickets. On identifie les bloqueurs, des choses qui ne fonctionnent pas dans une équipe, qu'on appelle les bottlenecks en général. L'optimisation des pipelines, des workflows, c'est en gros, c'est les best practices de la fabrication d'un jeu. L'assistance technique énormément, puisque quand ça ne fonctionne pas, la première personne qu'on va voir maintenant, c'est Copilot ou ChatGPT en général. Et la fabrication de templates, la communication autour des best practices, etc. Et ça, dans le suivi en tant que productrice, ça m'aide énormément. Mais en vrai, on utilise ça également dans les ressources humaines et dans le recrutement. Donc en gros, tous les métiers, on va dire, administratifs, ils sont tous pratiquement passés en fait à des aides ou à des soutiens côté Copilot, Claude ou ChatGPT. Donc ça, c'est la partie facile. La partie qui est entre guillemets facile également, mais commence à être beaucoup plus problématique, c'est la localisation. La localisation, vous avez en gros le jeu qui est écrit, donc le jeu qui est traduit, et le jeu ensuite qui est localisé. La localisation, c'est, on va dire, adapter la traduction pour coller vraiment à la culture dans laquelle le jeu est traduit. On ne va pas traduire en fait littéralement des expressions, on va essayer de les adapter à la culture pour créer une bonne localisation. Et aujourd'hui, les LLM sont capables de bien traduire, mais la localisation, c'est pas tout à fait encore à la portée, mais on n'est pas très loin. Ça reste un gros problème, j'en parle juste après. La localisation aussi donne lieu au recording de voix, qui est de plus en plus, on va dire, il y a de plus en plus de tests faits sur des voix automatiques, et c'est très très bluffant, et aussi un petit peu flippant pour la profession. L'intégration, pour l'instant, c'est fait par des humains en général, mais c'est pas très marrant comme métier. Donc j'espère que ça sera un petit peu amélioré par l'IA. Et le test de Loka, là pareil que pour le test qualité, il y a des robots pour ça, mais derrière il faut quand même un œil humain pour tout faire fonctionner. Pour le marketing, là, je vais vous faire marrer. Je me suis connectée à mon PS Store il y a une semaine, et j'ai pris un screenshot de la première page du PS Store. D'ailleurs, jouer à Lorelei and the Laser Eyes, c'est un excellent jeu, un des meilleurs jeux de l'année. Et comme vous pouvez le voir peut-être, sur tous ces jeux, au moins, du coup, je les ai en tout cas identifiés, au moins 5 de ces petites icônes sont des jeux générés par IA. Ce qui est terrible. Mais voilà, les jeux ne ressemblent pas du tout à ça. Globalement, je ne les ai pas achetés, donc je ne peux pas vous dire vraiment à quoi ça ressemble, mais c'est globalement des copies de jeux qui sont déjà sortis sur Steam, ou juste des faux jeux. En 2D, hein. Enfin, voilà.
Donc je dirais que c'est très très utilisé. Maintenant, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Je suis pas vraiment spécialiste de ça, mais en tout cas, j'en vois maintenant partout. Pour la communication et en gros le support, tout le monde a fait l'expérience maintenant de chatbot globalement, donc oui, c'est très très utilisé dorénavant. J'ai pas parlé des VFX et des lights très rapidement parce que c'est quelque chose qui est arrivé dans mon champ de vision il y a très très peu de temps. Dans les VFX notamment, en fait, beaucoup de gens utilisent l'upscaling pour améliorer on va dire la définition de leurs assets. Quand vous voyez une explosion, en fait, elle est fabriquée avec des masques comme ça en noir et blanc, les uns sur les autres et recolorés. Et donc plus vous allez avoir une résolution d'écran, du 4K ou du 8K, plus on va dire ces assets doivent être upscalés. Donc on utilise énormément évidemment l'IA pour l'upscaling des VFX. Et pour le ski du lighting, c'est surtout Nvidia qui a énormément de recherches là-dessus. Notamment, ils sont en train du coup de travailler sur un network neural, notamment sur le rebond de lumière dans le ray tracing. Vraiment, enfin il y a le papier sur leur MRC est vraiment vraiment passionnant pour les amateurs et les amatrices. Le lip sync, Adobe fait ça super bien en 2D maintenant, vraiment. Ça s'est intégré dans pas mal de visual novels, pas mal de jeux maintenant qui sont basés sur justement du dialogue, notamment chez les indés qui n'ont pas énormément d'argent et qui, s'ils n'avaient pas accès à ce type, on va dire, d'outils, juste ne feraient pas de lip sync, ils auraient juste des personnages statiques. Mais ça, voilà, ça améliore un petit peu la chose. En 3D, comme pour les assets 3D, on est encore un peu loin. Et pour les cinématiques, alors, je vous recommande d'aller voir cette vidéo YouTube qui s'appelle donc World of Warcraft The Night Elves par Frostwatch AI. C'est assez bluffant, c'est très intéressant parce que justement, il y a une vraie direction artistique, une vraie recherche sur qu'est-ce que on peut créer vraiment comme cinématique dans un certain, on va dire, dans une certaine DA. C'est pas réaliste, du coup on n'a pas d'effet un peu uncanny là-dessus. La musique et le sound design, je vais faire un peu l'impasse dessus parce que je pense que là on a vu quand même pas mal d'outils très très intéressants. Je vais surtout manquer de temps. Donc de mon côté, je vais finir par une note assez personnelle sur très rapidement parler finalement de ce que c'est que la technique, on va dire, globalement. Ne pas oublier le pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce que l'on code? On code pour résoudre des problèmes. Pourquoi on crée de l'art? On produit des émotions. Et les jeux sont fabriqués le plus souvent, je dis le plus souvent, pour créer du fun. Et en fait, aujourd'hui, l'IA est créée par des codeurs et globalement, les créatifs n'ont pas vraiment eu leur mot à dire pour l'arrivée de ces technologies. C'est pas très très démocratique, mais c'est comme ça. Donc, il faut qu'on soit très vigilant. Que justement que l'art et l'artisanat, la créativité ne soit pas juste un problème qui va devoir être résolu. On doit pouvoir créer encore justement des émotions, des papillons dans le ventre et vraiment c'est quelque chose de très très important pour moi. Je vais enfin terminer sur vraiment rapidement, encore une fois, sur les enjeux que dans la production de jeux vidéo actuellement on a, parce que l'industrie globalement semble être dans une petite impasse technologique et éthique. Je vais très rapidement parler finalement de la fracture professionnelle. Les nouvelles IA vont créer des modèles qui sont de l'ordre d'un niveau junior. Et donc, si on enlève, on va dire, ces métiers pour les juniors
de l'industrie, on va certainement manquer de seniors dans quelques années. Donc il faut qu'on soit très attentif aux enjeux sociétaux. N'oubliez pas que l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle ne crée rien, elle ne fait... ce n'est que de l'autocomplete. Elle se base sur des datasets qui sont prédéfinis et si plus personne ne crée de datasets, on va arrêter de créer tout court. Bien sûr, il y a évidemment le doomsday écologique, ça je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler. Je suis pas spécialiste, mais on va vers évidemment une surconsommation énergétique. Donc ça, c'est des questions qu'il faut absolument toujours se poser en tant que créatif, en tant que professionnel. Et rapidement, je termine sur mon propre cas, ma perception, mon Denis Kruger, sur cet enthousiasme que l'on peut ressentir en tant que technophile envers vraiment ces nouveaux jouets, cette nouvelle technologie incroyable. Mais n'oubliez pas que la prise de conscience est très importante également parce que il faut qu'on écoute nos collaborateurs et collaboratrices, artistes, comédiens, musiciens, traducteurs. Et ici, je fais un appel pour une technologie plus éthique et collaborative. Donc, s'il vous plaît, développeurs, formez-vous, collaborez, créez des outils humains qui libèrent et augmentent. Les leaders créatifs, donc nous, en fait, il faut qu'on privilégie les outils éthiques et transparents. Et vous, le public, eh bien, c'est à vous d'exiger des studios responsables demain. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vais laisser la parole. Trop bien. Merci. Merci, Saïda. Merci beaucoup, Saïda. Oui, c'est ça, on applaudit. Et juste, oui, c'est vrai, vous n'avez pas participé dans des conférences précédentes, mais en tant que nous quatre, on représente tous les gens qui sont en train de nous écouter. Donc, quand on applaudit, on a environ 10 personnes chacun qui... Oui, voilà. Super. Et une autre chose, donc merci beaucoup, Saïda. C'était super intéressant. Et exactement, c'est à quoi on s'attendait. On va poser des questions après. Après l'intervention de Douglas. Mais il y a eu, donc pas pour toi, mais il y a eu une petite question sur laquelle je pense il faut qu'on intervienne puisque jusqu'à là, j'ai rien dit et Tiffany non plus. Mais il y a eu une petite question plutôt pragmatique sur le fait que est-ce que la plateforme va organiser des formations courtes subventionnées AFDAS très spécifiquement. Je ne sais pas si quelqu'un, donc la question a été posée par Simon. J'espère que Simon, tu n'as pas été payé par la plateforme pour poser cette question, mais la réponse est oui. Et en fait, donc vous avez jusqu'à aujourd'hui eu 3 conférences, dont la 3e là. Et dans chaque conférence, il y a eu des intervenants qui vont proposer mois de janvier, février, donc fin janvier, début février, des formations continues, effectivement, potentiellement couvertes par AFDAS. Donc, on va vous tenir au courant de ça et sans trop élaborer. Donc, restez en contact avec nous et voilà. Mais ça va venir. Et donc, j'arrête de faire la pub et je passe à Douglas, qui est tout d'abord mon collègue à la Head à Genève. Donc, aujourd'hui, je représente la plateforme, mais je travaille aussi à la Head et qui est donc maître d'enseignement au Master Media Design de la Haute École d'Art et de Design de Genève. Douglas, tu enseignes le design algorithmique et les médias ludiques. Tu as donné des multiples workshops sur la programmation artistique pour des diverses associations, musées, universités et écoles d'art. Et tu as participé en tant que curateur et artiste à de nombreuses expositions liées à l'art informatique. Je sais que tu as aussi travaillé pas mal dans le jeu vidéo et tu as un petit background dans le cinéma aussi, c'est ce que je me permets d'ajouter. Et donc voilà, la parole à toi. Est-ce que là, on m'entend? On est bon? Yes, parfait. OK. Voilà. Donc, merci pour la présentation, Saïda. Merci pour l'invitation aussi, nos amis de la plateforme. Super présentation. Je pense qu'on a beaucoup de matière là parce que c'était effectivement, je confirme, tous ces différents, cette répartition de l'usage des outils de l'IA, les choses où c'est déjà une actualité et les choses où ça pose question et que c'est encore en train d'arriver et les choses où c'est pas encore arrivé, je rejoins
la totalité de tout ce qui a été dit et que je vois aussi de mon côté. Alors, je vais aussi donc faire une présentation. Là, je vais faire un speedrun parce que en fait, je porte beaucoup de casquettes depuis longtemps. Donc, c'est la question principale. C'est qui ce type et pourquoi il nous parle. Donc, je suis artiste. Voilà, petite expo dans une musée, ce qui est le plus classique. Je suis designer. Ça, c'est une app. C'est aussi une horloge qui était liée, par exemple, à une lampe. Donc, je design des apps, des horloges, des lampes, différentes choses. Mon outil principal, par contre, c'est le code. Et donc, je suis de cette génération qui a commencé dans les années 90 à explorer ce qui est devenu ce qu'on peut appeler depuis le creative coding. Beaucoup d'activités autour du code comme matière créative, comme matière artistique, matière d'exploration. Je fais de la curation, comme Vitas a dit, autour de ces sujets et aussi des sujets que nous allons discuter probablement par la suite. J'ai créé beaucoup de jeux. Ici, par exemple, c'est une collaboration avec un anthropologue qui est une sorte de jeu anthropologique où nous avons reconstitué la recherche d'un anthropologue, ses premières missions en Cisjordanie. Et donc, j'explore aussi différents contextes du jeu, peut-être inattendus pour vous, et aussi comme manière de poser des questions en collaboration souvent avec des gens de tout un tas de différentes disciplines. On peut ranger mes activités dans le monde du jeu à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler des artistes qui se servent du jeu comme médium, comme contexte artistique, qui détournent des jeux. Ici, par exemple, c'est une exposition historique, une des premières expositions historiques qui regroupait donc en 2005, si je ne me trompe pas, qui regroupait des artistes qui travaillaient déjà depuis une dizaine d'années avec le jeu comme une manière d'explorer, de faire de l'art, disons. J'ai créé quelques jeux très controversés, qui ont été des jeux polémiques. Je trouve intéressant l'idée que le jeu peut aussi être vecteur de polémique. Et puis, des jeux aussi beaucoup plus loufoques avec nos amis. Donc, ça, c'est Enierhof. C'est un collectif créé par Antonin Fourneau et j'étais aux origines aussi de Enierhof. C'est une fête foraine. Le mot foraine à l'envers, c'est Enierhof. C'est du retro gaming, c'est du hacking, c'est du sport. Ici, voilà, du performance, lutte comme forme de performance, voilà, tout un tas de choses dans Enierhof. On n'a pas le temps. Je suis professeur, donc à la HED, la Haute École d'Art et Design, très beau bâtiment où j'enseigne. Et j'enseigne dans un département qui s'appelle Media Design, où nous fabriquons des sortes d'objets curieux, interactifs. Nous partons du design d'interaction. Et là, je pourrais dézoomer comme ça, quasiment à l'infini. Nous fabriquons des objets, des apps, des jeux, des jouets, tout un tas, toutes choses interactives et aussi des dispositifs non interactifs. On explore un tas de choses en media design. Comme Vitas a dit, mon sujet d'enseignement tourne beaucoup souvent autour d'une sorte de design ludique, playable design. Je préfère plutôt le terme anglais, playable, jouable, donc une sorte de design jouable. Alors ça, c'est une petite slide que j'ai glissée parce que Saïda, je propose aussi qu'on pourrait parler de l'IA dans les comportements aussi des personnages. Ça, c'est un workshop que j'ai exploré il y a 5 ans avec mes élèves pour voir comment on pourrait entraîner avec des réseaux de neurones du comportement dans les jeux vidéo. Donc, avec mes élèves, j'explore aussi, je pose beaucoup de questions avec les élèves et on explore aussi des technologies émergentes. Et je pense que c'est ça, un des sujets principaux de Media Design, c'est explorer la partie émergente des nouvelles technologies. J'aime beaucoup le workshop. Ça, c'est un workshop avec des game designers en Inde. Je viens de donner un workshop à San Francisco et le sujet que j'ai enseigné à San Francisco, c'est ce que je vais enseigner à la plateforme en février.
J'ai beaucoup de théories autour du jeu, pas seulement sur le jeu. Ça, c'est un texte théorique autour de la figure de la mort dans les jeux vidéo, par exemple. En ce moment, énormément de réflexions sur la narratologie, création d'outils autour de la narratologie, et aussi comment le AI, comment l'intelligence artificielle commence à modifier les questions d'écriture et aussi d'interaction avec des histoires. J'ai des livres que j'ai publiés, je publie aussi des textes, je travaille officiellement en tant que chercheur à l'IRAD, Institut de recherche en art et design, c'est-à-dire on utilise les méthodes, les méthodologies d'art et de design pour faire de la recherche et de poser des questions aussi sur l'art et le design. Voici mon site qui existe depuis très longtemps. Et voilà, donc un parcours un peu court. Et un jour, en fait, j'avais le problème où j'avais tellement de différentes casquettes et de travail. Et là, j'ai montré qu'une toute petite partie. J'ai fini par créer, pour ma partie biographique sur mon site, j'ai créé un générateur de moi, de mon travail, de mon portrait. Et chaque fois que vous cliquez donc sur ma biographie, vous avez une version différente qui puise dans mes différents articles et vous propose différentes variantes sur qui je serai aujourd'hui. Et je montre ça parce qu'en fait, c'est des formes de générateurs textuels avant les Large Language Models. Ici, c'est ce qu'on appelle un grammaire générative. Donc, l'idée de grammaire date déjà depuis les travaux de Noam Chomsky. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé pour créer ce système modulaire de ma biographie. Donc, il n'y a pas que des Large Language Models récents qui permettent de générer des textes modulaires et avec lesquels on peut interagir. Alors, le sujet du jour, c'est l'intelligence artificielle. Bon, ça tombe bien parce que, voilà, ça c'est une expo que je viens de monter à San Francisco où pas mal d'artistes, designers, différents voilà, chercheurs, chercheuses ont des travaux là-dedans. Donc, c'était, voilà, par exemple, de la peinture, de la 3D, ce qu'on voit dans l'image là, du graphisme. Voilà. Donc, c'est une expo qui regroupe, on a fait une petite vidéo que vous pouvez voir sur le site de la HED, sur le site YouTube de la HED. Mais l'idée de l'expo, c'était de revenir sur les 6 dernières années, un peu avant le cycle de hype, avant le cycle d'engouement autour des nouvelles, autour des intelligences artificielles, où on s'est rendu compte qu'il allait arriver une grosse machine, une grosse cycle qui allait être plein de n'importe quoi et plein de réalité tout à la fois, une sorte de grosse transformation du possible et des nouvelles difficultés dans le champ de la création. Et donc, la directrice du département Media Design a créé une sorte de action plan, une sorte de plan d'action pour explorer différents aspects qui nous a de l'intelligence artificielle, ce qui nous a permis d'être, disons, quelques années en avance sur le cycle hype actuel. Mais j'aimerais aussi vous parler de travaux beaucoup plus anciens. En préparant cette présentation, j'ai puisé dans mes archives et je suis tombé sur des choses assez anciennes. Ici, c'est une œuvre qui a été montrée au Centre Pompidou en 2006. Et puis des choses encore plus anciennes, par exemple un workshop que j'ai donné au Pakistan, où j'ai utilisé une forme de cinéma d'une manière un peu particulière. Ah, c'est dommage. Moi, j'ai le son. Ah, c'est celui-là, j'ai oublié de mettre le son. Mais en tout cas, donc des sortes de dispositifs d'image. Ici, c'est un film de Kung Fu. Où, au lieu de jouer le film dans sa totalité, j'ai découpé les images, tous les différents plans du film, et j'ai créé des sortes de rhizomes où on peut faire pousser et recomposer et laisser les images jouer entre elles d'un film de Kung Fu. Mais là, il faudrait le son, et donc je vais passer.
Vous voyez une version plus tard de ce même dispositif qui permet aux gens de se filmer et créer des sortes de mosaïques de ILM. Voilà. Et puis, en parallèle de ces expérimentations qui datent à peu près de 98 à 2008, j'ai aussi exploré toute une période de films combinatoires ou peut-être génératifs peut-être à définir, où je prenais par exemple des films que vous connaissez peut-être, comme Psychose, et j'utilisais un travail d'étiquetage. Donc, dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail manuel derrière tout le travail qui permet donc l'intelligence artificielle de détecter des chats, des chiens, des bouteilles, des voitures, etc. Et donc, j'ai fait ce travail, ça c'est pendant l'installation que j'ai fait à la Villarson en 2000, où j'ai décrit, selon un certain nombre d'éléments sémantiques, la totalité de ce qui m'intéressait dans le film de Psychose. Et à partir du moment où j'avais décrit l'ensemble des plans et des contenus de Psychose, je pouvais générer, aussi de nouveau, là, vous n'avez pas le son, mais ici, donc, je pouvais, à partir de ce dataset, à partir de cette collection d'images, je pouvais reconstruire différentes variantes du film. Ici, par exemple, vous allez voir qu'il y a des images d'eau et ça a commencé avec du sec dans le désert et ça va finir dans un marécage. Et donc, ça, c'est mes descripteurs, une sorte de vecteur où je décrivais le niveau de wet, de mouillé, dans cette image. Une autre, voilà, et donc là, Marion finit dans le marécage, et ça, c'est la fin du film. Et en fait, avec une simple règle, une fois que j'avais fait ces descriptions, on pouvait reconstruire à peu près linéairement le film. Mais dans d'autres variantes, une fois que j'avais créé ce dataset, dans d'autres variantes du film, j'avais fait une installation, par exemple, qui prenait juste le météo du jour et en fonction du météo, il y avait, on pouvait voir une image du film qui correspondait au météo du moment. Et donc, si, par exemple, à Nice, il pleuvait, on serait dans les parties du film où il pleuvait. S'il faisait chaud, on serait dans la partie du film en Arizona au début du film. Voilà. Donc, c'est des travaux assez anciens. Et puis après, j'ai pris ce système et une fois que j'avais compris que je pouvais moduler des films existants, j'ai commencé à jouer de pousser beaucoup plus loin ce dispositif et de l'associer à différents aussi dispositifs physiques. Donc ici, c'est avant les iPads, avant les iPhones. Ça, c'est un dispositif multitouch que j'ai commencé à développer en 2000. Mais je n'ai pas créé pour pouvoir toucher l'image. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir manipuler un film. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est quelqu'un en train de manipuler 10 000 plans tiré des films industriels des États-Unis, et j'ai construit une narration avec un narrateur qui changeait d'histoire, qui changeait de focus, qui changeait d'attention en fonction de quelle image vous explorez. Et aussi, c'est là où je commence à explorer un principe qui devient très important aujourd'hui, la notion de weight, où je commence à donner des poids à des images et aussi des poids relationnels des images. Donc, par exemple, l'image 16 aurait un poids relationnel à l'image 19 de 0,2, 42 de 0,5, de 13, etc., etc. Et donc, ça créait une sorte de nouveau de rhizome où on pouvait horizontalement faire pousser un film et sa narration s'adapter. Voilà. Alors, voilà. Donc, ça, c'est des anciens travaux. C'est juste pour dire que les gens qui rêvent d'un espèce de cinéma modulaire, un cinéma algorithmique, ça fait longtemps qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui rêvent de ça. Mais plus récent, donc en fait, je suis actuellement dedans, je suis en plein dedans. C'est un projet de recherche qui s'appelle donc Playable Cinema, où je suis aussi en train de voir comment les nouvelles formes d'intelligence artificielle et les réseaux de neurones peuvent aussi faire des relectures de l'histoire du film et l'histoire du cinéma et de faire des sortes de lectures croisées. Donc ça, c'est la version que j'ai exposée à San Francisco de un des dispositifs de ça. Donc j'ai pris un film que je n'ai pas créé moi.
j'ai pris des clips de cinéma, des films que je n'ai pas créés moi, et j'ai entraîné un réseau de neurones de reconnaître des éléments formels, de contenu dans ce jeu et de trouver des correspondances dans l'histoire du cinéma. Donc, par exemple, ici, il y a un garçon en train de se promener dans un bois et voilà, le réseau de neurones que j'ai fabriqué à la main analyse cette image et va trouver un tableau de Friedrich, par exemple, d'un garçon qui se promène dans un bois. Et puis, le garçon va monter sur un arbre qui est tombé et on va trouver une image correspondant dans le film AI de Spielberg, qui est plus ou moins le film d'où part le jeu Inside. Si jamais vous avez fait la connexion, c'est à peu près un jeu sur le film AI de Spielberg. Et puis après, E.T., quand le garçon dans E.T. va dans un champ de maïs, on retrouve la même scène dans Inside. Donc, une sorte de jeu de correspondance entre l'histoire du cinéma et certains jeux que je trouve intéressants. Alors, c'est des dispositifs où au départ que j'ai construits à la main, c'est-à-dire j'ai fait l'algorithme moi-même avec mes propres outils, avec mes propres systèmes d'entraînement. Voilà, quelques-uns de mes outils. Et que je suis actuellement en train de maintenant augmenter avec d'autres corpus. Et donc, par exemple, ici, le projet en ce moment, avec la HED à l'IRAD, c'est de prendre des films de western et faire la même chose avec un jeu qui lui-même se présente comme presque un film, le jeu de Red Dead Redemption. Et l'idée, c'est de faire de nouveau, comme j'ai fait sur Psychose, une sorte de travail sémantique de description de l'image. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est des sortes de croisements qui, je pense, peut être intéressant éventuellement pour une discussion. Voilà. Alors, je voulais finir sur un projet récent qui peut sembler peut-être pas exactement le sujet de cinéma, de jeu, mais en fait, je pense, ouvre énormément de possibilités sur la question d'une interaction en temps réel avec un dispositif narratif interactif. Donc, ce qu'on pourrait avoir à l'intérieur, par exemple, d'un jeu interactif avec un scénario fort. C'est une collaboration que j'ai fait avec Isis Fahmy, donc dramaturge, metteuse en scène, où nous avons créé une adaptation de La Tempête de Shakespeare. Nous avons invité le public à venir sur scène avec nous et que nous avons distribué des cartes et ensuite donné des costumes selon les personnages de différentes pièces de Shakespeare. Et en fonction des tirs de cartes, par exemple ici, quelqu'un tirait Ferdinand et Caliban, les gens ensuite tiraient des cartes, par exemple sur une intrigue de coup de foudre et comme scène du premier acte, Tempête. Et avec une telle distribution, on a appris à un IA de réécrire avec le langage shakespearien, avec des enjeux narratifs, avec des enjeux de personnages totalement cohérents, avec des retombées assez inattendues et intéressantes. On pouvait avoir, par exemple, Ferdinand qui tombe amoureux de Caliban et qui essaie de donc gérer cet amour qui pouvait, par exemple, trouver du coup des conflits avec le père voilà, de Prospero ou autre. Donc, un dispositif où le IA est aussi branché sur le dispositif théâtral, je pense que là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant où on pourrait imaginer aussi que le IA peut ouvrir quelque part une sorte d'interaction qui réécrit des textes, un peu comme ce que j'ai fait sur la Psychose de Hitchcock, pourrait commencer à moduler des textes, mais nous permettre de repenser ces textes. Et donc ici, c'est une lecture, on va dire, plutôt post-coloniale, assez woke, si vous voulez, de La Tempête, qui est une pièce de théâtre assez problématique sur de nombreux égards. Voilà. Donc ça, c'est quelques pistes, voilà, que je lance comme ça.
Le système technologique que j'ai développé pour permettre cette collaboration avec la metteuse en scène, c'est le dispositif que je propose d'explorer à la plateforme en février. C'est un dispositif qui se base sur un système très simple d'écriture qui s'appelle Twine et dans lequel j'ai créé un petit plugin qui permet d'une manière assez simple mais assez puissante aussi, de pouvoir intégrer des prompts, des interactions avec des intelligences artificielles qu'on peut entraîner soi-même ou pas, avec ce qu'on appelle aussi des system prompts, et commencer à générer de nouvelles formes d'histoire. Voilà, j'ai fait le tour de pas mal de sujets. Je préfère faire une sorte de speedrun de quelques peut-être pistes qu'on pourrait explorer et discuter dans la discussion. Proche à mon micro. Merci. Merci beaucoup. Merci Douglas, c'était génial. Merci beaucoup pour tout cet aperçu sur justement ce que je voulais de cette conférence, c'est de aller un peu plus loin que des discussions autour de génération de l'image, peut-être les workflows, etc. Mais aussi ouvrir déjà regarder les disciplines où ça a pas mal changé déjà, l'IA, où l'IA a pas mal changé les choses, mais aussi voir peut-être où est-ce que l'IA peut aller en tant qu'elle-même un outil créatif, pas seulement un outil de production, voilà. Et en fait, du coup, là, il y a déjà des petites questions, etc. Il y a des gens qui disent merci, 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 donc c'est super. Et merci pour les références du jeu Saïda, super bien. Et donc, moi, je voulais commencer par une question qui était un peu au cœur de cette conférence, en fait. On doit avoir lancé cette conférence. Donc, Saïda, toi, j'imagine que voilà, tu as travaillé pas mal dans le jeu vidéo en tant que productrice. Là, tu t'es lancé un peu en freelance. Tu as dit que l'IA est intervenue dans plusieurs étapes de la production de jeux vidéo. Et ensuite, Douglas, toi, de ton côté, tu dis qu'à la head, justement, en media design, grâce à des différentes décisions qui ont été prises dans le bon moment, en fait, vous avez un peu d'avance sur les technologies IA et sur les questions autour de la narration, mais aussi IA en tant qu'éthique. Et donc, ma question est un peu simple et large. Comment est-ce qu'on vise le monde du cinéma ou un autre monde, mais selon vous, comment est-ce qu'on prépare la future génération, donc justement les juniors, etc., pour ces nouveaux métiers, en fait, et où est-ce qu'il faudrait trouver cette agilité, ou est-ce que peut-être on prévoit une sorte de gig economy, où un jour je vais travailler sur un jeu vidéo et l'autre jour je vais travailler sur cinéma, troisième jour dans un Starbucks, je ne sais pas en fait à quoi ressemble le futur du travail dans le jeu vidéo, si vous voulez, mais dans les domaines créatifs aussi de manière plus large. Je veux bien commencer rapidement parce que de manière, je pense qu'on a bien défini en fait, je pense avec Douglas chacun notre position et ça va permettre vraiment, je pense, d'élargir ce type de questions, ce type de recherche. Autour de la question de l'IA, moi j'ai du coup répondre de manière hyper pragmatique. C'est une énorme question en ce moment, que ce soit dans les écoles, que ce soit chez des juniors qui sont sortis d'école il y a 1, 2 ou 3 ans. En fait, il y a une énorme angoisse existentielle en fait autour de ça. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Parce que les systèmes changent, on va dire l'industrie est en train d'évoluer. Tous les artistes ne vont pas pouvoir en fait magiquement devenir des directeurs artistiques parce que en fait on a besoin d'artisans, on a besoin de gens qui créent. On peut pas n'avoir que des gens qui pensent. Parce que c'est ça, en fait, qu'on nous propose comme système. Vous n'avez plus qu'à penser et l'IA va faire pour vous. Or, moi, je crois sincèrement que l'humanité n'est pas faite uniquement pour penser. Je pense que l'humanité est faite pour créer. Donc, il faut qu'on continue d'explorer et de faire, on va dire, de faire valoir nos droits humains face aux machines, faire valoir nos droits, on va dire, presque ou d'ouvriers prolétaires, enfin face à une forme d'élite technologique, technocratique qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas les clés. On nous donne des outils tout faits.
voilà, il faut qu'on fasse, nous, nos propres outils. Il faut qu'on continue de rêver, il faut qu'on continue d'être artiste, il faut qu'on continue de créer. Et donc, pour les jeunes générations, il faut vous former. C'est ce que je mets à la fin. Il faut absolument vous former à l'art. Il faut communiquer, il faut ouvrir les chakras. Il faut effectivement penser au gig pour la survie, oui, mais il faut aussi que nous, seniors, nous, experts, on fasse notre job et il faut qu'on crée, en fait, tous les chemins possibles pour justement ces jeunes. Je pense que c'est hyper important d'investir justement dans les écoles. Il faut pas laisser effectivement passer le train on va dire, de la création et de la créativité et de l'importance de l'art. Voilà, donc, je suis d'accord avec tout ça. Ce que je peux rajouter, c'est peut-être du point de vue effectivement de professeur, donc du côté de la formation, mais évidemment, c'est la mission de la HED, de la Haute École d'Art Design, c'est que nous ne faisons pas partie du système universitaire classique, nous faisons partie des HES, des hautes écoles spécialisées. C'est-à-dire que nous sommes une école de spécialisation. Et donc, on est par mandat en phase avec l'industrie, où que l'industrie soit. Et même si on a une approche critique, même si on pense les choses avec une certaine autonomie, nous formons aussi quand même des gens qui vont sortir travailler dans le monde du VR, XR, jeux vidéo, créer leur propre studio, intégrer des plus grands studios. Il y a différents réalités et nous sommes aussi même intéressés par cette évolution de l'après avec nos alumni. Et ça, on est dans un monde donc capitaliste, extractionniste, basé sur l'optimisation de l'humain autant que la machine. Je pense que même en fait les caretakers, je pense que l'humain va beaucoup s'occuper du maintien des IA dans un futur déjà ici. Je pense que si on regarde les gens qui créent des petites étiquettes qui décrivent ça, c'est un personnage 3D qui est en train de nager, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont des petits mains en train d'apprendre aux IA à faire des choses. Et ça, c'est effectivement un avenir assez craignos. Mais de l'autre côté, mon travail de professeur, c'est donc d'avoir une lucidité sur cette réalité et aussi d'imaginer, de lutter, de résister, d'imaginer aussi d'autres manières d'aborder ces sujets. Alors, l'exposition à San Francisco, le sous-titre que j'ai mis à l'expo, j'ai appelé ça « stratégie hybride ». C'est-à-dire que à aucun moment, l'expo défendait une manière de travailler l'IA. Parfois, on a exposé un tableau qui utilisait un IA développé sur un petit dataset, sur un petit jeu de données très particulier développé par des chercheurs de l'art. D'autres travaux utilisaient des outils les plus standards. D'autres gens hackaient des systèmes, des modèles pour fabriquer leurs propres modèles hackés pour générer, par exemple, de la 3D, construisaient leurs propres outils. Il n'y avait pas une seule stratégie, il y avait presque 10 000. Et pourquoi c'est important ça du point de vue de l'enseignement? Parce que, en fait, je me rends compte en ce moment, surtout en montant cette expo, en discutant avec les gens, en discutant avec les élèves. J'ai fait une série d'entretiens où, par exemple, je leur demande pourquoi vous avez utilisé tel logiciel. Montrez-moi votre chemin dans ces logiciels. Et je me rends compte que dans une type d'école où nous sommes, la Haute École d'Art et Design, la HED, on est un peu privilégié, mais c'est une type d'école où quasi aucun étudiant ou étudiante rentre dans l'école pour apprendre ou appuyer sur un bouton et avoir un œuvre qui sort poup. On entre dans une école d'art de notre type, de notre genre, pour voir le monde,
comme une créatrice, comme un créateur, avoir sa propre voix, comprendre l'histoire de la création. Comment est-ce que les gens sont arrivés à créer dans ces injonctions, dans les périodes de guerre, dans des situations impossibles? Comment est-ce que les gens ont réussi, avec tout ce bruit, à faire de la création? Et donc, on s'inscrit dans une école d'art pour faire de la création, pas pour appuyer sur les boutons. Donc, en fait, quelque part, j'ai aucun problème, j'ai aucune crise à gérer du côté des élèves. J'ai plutôt l'inverse. Je dois leur montrer une manière, des stratégies qu'elles doivent quelque part finalement trouver elles-mêmes, de comment, dans la réalité de ce terrain, qui est une réalité qui arrive à toute vitesse, trouver une voie singulière, intéressante, qui leur convient pour faire de la création. Merci. D'ailleurs, juste pour ajouter, j'ai regardé une vidéo ce matin, je crois, qui parlait justement, je crois que aussi la dernière conférence avait mentionné Sora de OpenAI vient de sortir et justement, je crois que le forfait pour le tarif mensuel pour vraiment pouvoir générer des vidéos haute qualité sans limite, c'est $200 par mois, je crois, ou même plus, je sais plus. Et en fait, justement, l'analyse, c'était effectivement ça, c'était l'idée que c'était une approche assez cynique pour se dire que $200 par mois, c'est quand même moins que deux juniors à entraîner. Totalement. Et donc, en fait, que les seniors sont actuellement entraînés à travailler avec l'IA pour ensuite éliminer le besoin des juniors qui ne seront pas stables, etc. J'avais montré un cinéaste m'a demandé, j'ai fait un peu de consulting pour aider un cinéaste à démarrer un projet et je lui disais, en fait, il faut faire attention parce que si tu crées ton propre serveur, ça va te coûter en temps d'énergie, ou si tu loues un serveur, ou si tu vas dans un server farm, tu fais tourner tes modèles pour générer ton film. Fais attention, ça va te coûter. Il me dit, ça va coûter combien? Et je lui ai dit, effectivement, quelque chose comme peut-être tu peux limiter à 200 par mois, je lui ai dit, mais ça peut aller jusqu'à 2000. Et il a rigolé, il a dit, oui, mais sauf que tu te rends compte combien ça me coûte pour faire des effets spéciaux? Ça me coûte 20 000, 200 000 pour faire des effets spéciaux. Donc, et là, quand on entend ça, on se rend compte, ah là là, on va être dans une période compliquée, complexe, où on va devoir repenser qu'est-ce que c'est du low budget, qu'est-ce que c'est des gens qui se débrouillent avec peu de moyens, avec des outils, quelle est le réel accessibilité, je ne sais pas comment dire ça en français, voilà, l'accès qu'on a à ces technologies, avec combien de dollars on peut faire un petit film low budget pour $10 000. C'est, voilà, la question se pose. En fait, la question aussi se pose sur les droits d'auteur. En fait, parce que globalement, en fait, on arrive à. En fait, ça répond aussi à la question de Mariana dans les questions qui demande est-ce que utiliser de l'IA dans une partie de processus de production d'un jeu vidéo peut être mal vu par des experts dans l'industrie. Et en fait, la réponse c'est tout dépend de ton dataset. Si tu fais comme Ubisoft et tu entraînes effectivement une IA sur le dataset en interne, ce qu'ils ont fait pour les Barks, c'est-à-dire ces petites phrases que disent les personnages non joueurs dans leur jeu, pour en fait enlever un problème et aider en fait les narrative designers à générer en fait des Barks sur en fait un dataset propriétaire. Ça n'a pas du tout la même valeur que générer, on va dire, des assets de Midjourney où on n'a aucune visibilité. Et comme tu disais exactement, Douglas, c'est du capitalisme d'extraction, c'est-à-dire que c'est des formules qui ne font que prendre, et ensuite revendre finalement ce qui, à la base, ne leur appartenait pas. C'est-à-dire les créations d'artistes sans reverser évidemment de droits d'auteur, mais sans non plus les citer. Et je sais que c'est problématique, et je pense que c'est là où il faut prendre un peu le truc un peu de manière très politique et se rendre responsable de ce qu'on fait et ne pas en fait et utiliser le plus possible de datasets qui sont on va dire soit open source soit propriétaires et c'est là en fait où la technologie doit être responsable et finalement parce que oui 200 € par mois
c'est pour Sora, d'accord, mais enfin, tous les films sur lesquels Sora s'est entraîné, en fait, ne recevront rien du tout. Donc voilà, c'est pas voilà, c'est terrible. OpenAI vient de se plaindre que certaines plateformes utilisent ChatGPT ont des robots qui posent des questions à OpenAI et qui servent de la qualité de leurs questions-réponses, de leur rapport questions-réponses pour entraîner leur modèle. Et ils étaient en train de se plaindre que des gens entraînent leur modèle sur OpenAI et que c'est pas très fair-play. Et c'est quand même l'arroseur arrosé, c'est quand même un peu trop de dire, parce que c'est eux qui ont argumenté que Internet is fair use, que si on publie sur Internet, on est dans une sorte de, on est dans une sorte de open forum où les gens partagent des idées. Donc question complexe. Super intéressant. Merci beaucoup. Moi, je m'en profite peut-être pour poser la dernière question de ma part qui est même un peu trop ouverte peut-être dans ma tête, mais c'est cette idée de, justement, en se basant un peu sur la question posée par Mariana, et aussi parce que ça avait commencé la première conférence, il y avait une question similaire un peu plus pointue, donc vers le monde du cinéma. C'était en fait que le contenu que les consommateurs du contenu généré par l'IA, donc les spectateurs, ne sont pas du tout pour l'instant le même public qu'est en fait celui qui consomme du cinéma traditionnel, peut-être des jeux vidéo traditionnels, voilà. Et est-ce que selon vous c'est vrai jusqu'au quel point? Parce que moi ça m'a un peu déclenché, j'étais pas forcément d'accord. Et en même temps, je me disais peut-être c'est vrai parce que j'ai entendu aussi des gens qui s'y plaignaient du fait que quand ils voient une publicité entièrement générée par l'IA, ils disent non, ça a pas pris assez d'efforts pour que je m'y intéresse suffisamment. Et ensuite, je pensais aussi à cette question de est-ce que vous avez des techniques pour trouver sa propre esthétique en fait dans ses propres créations, que ce soit de l'image ou d'autres choses? Je vais juste répondre rapidement sur le truc drôle. En fait, le truc c'est que pour l'instant, quand c'est de l'IA, le plus souvent on voit que c'est de l'IA. On n'a pas encore dépassé l'uncanny valley en fait de l'IA. C'est la vallée de l'étrange. C'est le moment où on voit que c'est artificiel et puis à un moment donné on verra plus que c'est artificiel. C'est une montagne très très compliquée à gravir hein, dans la robotique ou dans l'IA ou dans la 3D, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas encore gravi cette montagne. C'est assez facile de déterminer que quelque chose est de l'IA par l'esthétique, par les biais cognitifs évidents qu'elle envoie. On voit que des belles personnes, bien lisses, bien brillantes. Moi, je pense justement que la réponse, au final, c'est dans cette question-là. En fait, quand l'IA fera des trucs vraiment moches, d'elle-même, on arrivera, je pense, à quelque chose. C'est-à-dire, il faut du weird, il faut sortir de ce que l'humain, en fait, peut produire de beau. En fait, il faut sortir du beau. Et on rejoint un peu le truc des spectateurs et spectatrices. Des spectateurs et spectatrices, il y a effectivement une partie qui veulent voir des belles choses et une autre partie qui veulent voir des choses qui sont nouvelles. Et c'est deux choses différentes. Pas parfois compatibles, mais souvent justement, c'est l'exploratoire qui va nous sauver. Je pense que Douglas doit être d'accord avec moi. Oui, en fait, j'ai été invité à une conférence où il y avait des gens qui développaient des apps avec l'IA et je leur ai dit, écoutez, avec vos cartes de visite, donnez des petits chats qui donnent plein de cœurs d'amour, très kitsch, mauvais goût, des choses qu'on se permettrait jamais dans une école d'art ou qu'on utiliserait tellement dans un kitschicisme que ça deviendrait une nouvelle esthétique et que nous, on pourrait recoder avec nos stratégies habituelles. Donc ça, je ne suis pas trop inquiet parce que je sais que le public va chercher un peu une espèce de parfum vanille au kilomètre qui a toujours le même goût, toujours le même IA et que ça va leur convenir. La partie qui moins m'intéresse personnelle, c'est la partie
où, comme vous avez vu, que c'est des questions que je me pose, c'est des dispositifs où j'ai élaboré avec beaucoup de sueur depuis maintenant une trentaine d'années, où je cherche quelque chose, par exemple, c'est ce qu'on a eu avec la pièce de théâtre, où nous avons exploré une forme d'écriture qui ne peut pas exister sans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on pourrait quelque part avoir différentes stratégies avec 10 000 pages préécrites, avec un système d'indexation très compliqué. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, de ce qu'on a vécu sur scène, c'est que nous avons créé une pièce. Cette pièce respectait une sorte de direction artistique que Isis et moi on pré-designé, je dirais. On a fait de la curation de beaucoup de textes et nous avons entraîné, amené, hacké, poussé l'IA à aller dans un endroit, dans un terrain artistique, sémantique, des sujets qui nous intéressaient, qu'on voulait explorer comme pièce. Et le dispositif direct d'interaction avec le public n'existe pas ailleurs. C'était une sorte de forme singulière. Et je pense qu'il y a quelque chose, si on fait cette espèce de collision qui se passe depuis de nombreuses années avec les game engines, où les moteurs de jeu sont utilisés pour tourner des films actuellement, et où des jeux citent et parodient et miment certaines figures cinématographiques, où on commence à voir presque une sorte de film interactif à l'intérieur d'un moteur de jeu. Je pense que l'IA peut introduire encore un autre vecteur intéressant, qui n'a pas besoin d'être réaliste. Hein. Je suis d'accord, Lorelai et Laser Eyes Game of the Year. Donc, mais qui permettrait, en tout cas, d'explorer un tas de formes nouvelles, non seulement sur le plan visuel, mais aussi sur le plan scénaristique, et où on pourrait écrire un jeu, écrire un scénario, mais ne pas écrire mot par mot le scénario, avoir une espèce de matrice poétique d'écriture, et où c'est l'IA qui permet d'interagir avec cette matrice et avoir une expérience d'un nouvel ordre. Et je pense qu'on va quelque part vers cette chose que je tente un peu, avec beaucoup d'approximation, de décrire. J'aimerais rajouter une chose là-dessus aussi, c'est en fait, je pense qu'on devrait continuer à explorer l'IA dans ce qu'elle peut faire et ce que l'humain ne peut pas faire. Moi, c'est ça que j'aime dans la technologie, c'est qu'on a inventé la guitare électrique, non pas pour remplacer la guitare, mais pour créer un nouveau son, pour créer d'un nouveau genre finalement. Totalement. Et moi, je suis persuadée, moi je suis hyper fan de vidéos bizarres d'IA qui font des trucs bizarres, que l'humain en fait ne peut pas créer, puisque c'est en fait, voilà, j'étais hyper déjà fan de tout ce qui est les dreams en fait, c'est les trucs qui sont du délire mécanique, du délire mathématique qu'on peut percevoir. Et donc finalement c'est un sens nouveau qu'on est en train de créer, un sens justement du bizarre de la machine. J'aime pas les trucs parfaits en fait, j'aime vraiment les choses qui sortent de l'ordinaire. Et je pense qu'on devrait continuer à pousser là-dedans, c'est-à-dire que qu'est-ce que ces machines, qu'est-ce que les innovations technologiques peuvent faire que nous, on ne peut pas faire en tant qu'humains créatifs. Ne nous prenez pas de notre métier, mais créons en fait de nouvelles manières d'exprimer nos métiers, d'exprimer l'art, d'exprimer les jeux vidéo et finalement en fait la matière, la matrice de ce que c'est que les médias visuels et audiovisuels. Donc voilà, je vais poster des vidéos bizarres dans le chat peut-être, mais en tout cas c'est quelque chose qui est touchant. Justement, on touche en fait à une nouvelle forme d'art, à une nouvelle forme d'expression, et plutôt que de remplacer, moi c'est ce que je dis toujours, il vaut mieux qu'on augmente. Voilà, donc je suis pour l'humain augmenté globalement, parce que j'aime vraiment beaucoup la SF utopiste, mais et je pense qu'on peut arriver à quelque chose. un AI plus Cronenberg, c'est ça? Ouais. Moi je pense que
Merci à vous deux. Merci pendant que Saïda, donc merci aussi à tout le monde qui nous a écoutés. Pendant que Saïda va poster des vidéos, Totalement. des vidéos louches. AI comme LSD sans drogue, voilà. C'est ça. Ouais. Non, merci vraiment pour votre temps et vos contributions. Je pense que ça a pas mal élargi aussi les discussions qui ont eu lieu pendant les 2 premières conférences en nous portant encore dans des nouvelles horizons. Et en aussi justement cette belle fermeture qui décrit comment est-ce qu'on devrait explorer Elias avec laquelle je suis complètement d'accord. Donc merci aussi à tous et à toutes qui ont pris le temps d'écouter et de participer. On s'excuse aussi pour les gens qui voulaient s'inscrire mais qui n'ont pas pu parce qu'on peut exploser tous nos jauges des inscriptions alors qu'on pensait qu'on était juste une petite école de code qui allait recevoir 5 personnes par conférence. Donc, si vous êtes obligé de regarder, revoir les conférences sur YouTube, la prochaine fois, on va faire mieux. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé ça enrichissant et que ça vous a ouvert un peu les chakras sur ce que vous connaissiez déjà et peut-être ça vous a introduit de nouvelles perspectives. Et merci beaucoup. Et donc, on va prendre contact avec tout le monde, tous les participants, tous les gens qui peut-être seront intéressés par la formation continue et d'autres programmes dont Tiffany avait parlé tout à l'heure. Et merci donc encore une fois, Saïda et Douglas. C'était vraiment cool. Et le chat est fou à remercier. Il y a beaucoup de discussions. Super. Yes. Trop bien. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes. Merci à tous. Merci Douglas, merci Saïda. Merci tout le monde en ligne. À très bientôt pour un nouveau cycle de conférences, on espère. Ouais, et toutes les conférences seront bientôt disponibles sur YouTube aussi pour les revoir, etc. Yes. Ouais. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao.